plus les Congolais négocient, plus vous entendez que Bunagana est tombé, Rutshuru est menacé, le Massissi est en danger. Alors, il faut savoir que c'est une stratégie qui a un nom. Chez les Rwandais, ça s'appelle, on a assisté à un afflux massif de réfugiés rwandais sur le sol congolais, sans que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qu'on disait à ce moment-là aux autorités congolaises? On leur disait, mais ils ont joué sur la corde sensible, sachant que les Congolais sont généralement hospitaliers, généralement accueillants. Ils ont appuyé sur l'accélérateur en disant, vous n'allez quand même pas former vos frontières à vos frères rwandais, évidemment. À vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Beauté. Comment on dit pour défendre le Congo? Ezali Kaboya. C'est pas fort ça pour défendre le Congo. Ezali Kaboya. Non, c'est faible encore. Vous voulez que le Rwanda passe par-dessus? Ezali Kaboya. Voilà, là on est dans la vigueur des léopards. Merci monsieur le recteur de m'avoir invité pour partager avec les confrères ici, parce que là je change ma casquette, là je remets la casquette du journaliste d'investigation. Je remercie tout le corps enseignant et toute l'administration qui a travaillé beaucoup. Ma soeur là-bas, j'étais un regard que j'avais vu la dernière fois. Pour travailler, je retrouve aussi des visages connus dans l'assistance. Eh bien, je ne peux pas ne pas rendre un hommage à mon ami Emmanuel Nachi, hein, qui m'a dit, bon ben tu vas chez toi, là c'est plus que chez toi. Évidemment, quand je vois l'accueil, monsieur le recteur, que je reçois ici et toute l'affection que je reçois ici, eh bien je pense que je vais essayer de faire honneur à notre métier de journaliste. Vous savez, le journalisme d'enquête, quand j'ai commencé ce métier, ce travail-là, mon objectif était d'être un journaliste sérieux. Je ne savais pas si j'allais avoir une renommée et je n'étais pas animé par la recherche du sensationnalisme ou des choses comme ça. Je voulais juste être sérieux. Et pour cela, j'ai commencé à travailler comme universitaire. Parce que je pensais que le rôle et la responsabilité des journalistes étaient tellement importants qu'il était nécessaire de consolider sa culture générale. Alors j'ai décidé de faire des relations internationales. Et pour expliquer le monde, il faut d'abord que vous soyez en capacité de comprendre le monde. Si vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous allez expliquer? Et surtout, que vous devez parfois expliquer des choses à des gens qui ont une connaissance sur la question que vous voulez expliquer, une connaissance beaucoup plus approfondie que vous. Donc, par humilité, vous devez faire l'effort intellectuel de travailler beaucoup, de lire beaucoup, d'interroger beaucoup avant de vous prononcer. C'est exactement cette méthode que j'ai utilisée pour arriver à travailler sur le dossier du Congo. Parce que il y a, je ne vous apprends rien, quand vous regardez la bibliographie, le travail fait par les auteurs congolais, fait par des Occidentaux sur le Congo, mais c'est énorme, c'est colossal, vous ne savez même pas par où commencer. Mais il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup agacé, c'est le fait de voir que les travaux de beaucoup de chercheurs congolais n'étaient pas valorisés, n'étaient pas reconnus, n'étaient pas associés quand on analyse les questions du Congo. Et j'ai voulu, à travers ce livre que j'ai fait, mettre en évidence le travail qui a été fait ici par les chercheurs congolais, donc Emmanuel Nachi, le professeur Mararo Bouchoualimoué et plein d'autres. Et je voulais aussi mettre en évidence le travail qui a été fait par les parlementaires congolais, notamment M. Vangou, qui était parlementaire, le président de la commission Vangou, qui porte son nom,
a été quasiment ignoré par ces dernières générations de chercheurs et même de parlementaires congolais, qui ne ramènent pas, quand on veut faire de la polémique sur les affaires du Congo, concernant la question des Banyamulenge par exemple, on fait comme si le Congo n'a jamais rien fait. Il y a eu un énorme travail fait par la commission Vangou, très bien documenté, et des gens qui n'étaient passionnés que par la recherche de la vérité. Et le fait d'enterrer ce type de rapport, pour moi, je trouve quelque chose de profondément dangereux et choquant pour les intelligences congolaises, qui méritent, lorsqu'on veut faire des polémiques sur ce sujet, il faut faire ramener le travail de la commission Vangou en surface, pour que les jeunes Congolais qui ne connaissent pas sachent qu'il y a des gens très sérieux. Et d'ailleurs, cette commission-là avait beaucoup de professeurs de très haut niveau qui ont fait l'effort de travailler sérieusement. Donc, je pense que cela, pour moi, était très important. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai voulu, à travers cette approche, obtenir des archives des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai obtenu les archives confidentielles du Conseil européen, c'est-à-dire la cellule stratégique qui se penche, qui réfléchit sur la diplomatie, la politique étrangère de l'Union européenne. J'ai travaillé sur les archives de la Maison Blanche également, et j'ai pu avoir accès également aux archives de la présidence de la République française, et puis aussi les archives du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc, et puis, j'ai rencontré également un certain nombre de personnalités importantes dans cette histoire, notamment le colonel Luc Marchal, qui était le commandant des casques bleus belges entre 1993 et 1994. J'ai aidé à éditer le livre de Jacques-Roger Bobo, qui était le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Rwanda entre 1993 et 1994. J'ai travaillé aussi avec la documentation des archives de Madame Cynthia McKinney, qui était l'envoyé spécial de Bill Clinton dans la sous-région. Et puis, j'ai associé à cela beaucoup d'autres documents d'acteurs moins connus, mais qui ont très bien travaillé sur la région. Eh bien, pourquoi je vous dis cela? Parce qu'en général, vous savez que la question qu'on pose toujours aux journalistes, c'est quoi vos sources? Moi, j'ai donc utilisé ma force de journaliste dans l'environnement scientifique, parce que j'ai constaté que les deux univers ne se côtoyaient pas beaucoup. Le monde des enseignants, grands professeurs, avait un peu tendance à mépriser ou à sous-estimer les journalistes. Et les journalistes, parfois, sont très arrogants aussi. Je dis les mauvais journalistes, vous allez comprendre de quoi je parle. Très arrogants, en ayant l'impression qu'ils comprennent tout et que les autres, même les gens qui sont plus outillés qu'eux, ne méritent pas d'être entendus. Donc, à travers mon approche purement méthodologique, j'ai tenté très modestement de réconcilier un peu ces deux mondes et de voir que chacun avait quelque chose à apporter à l'autre, et que à la fin du parcours, eh bien, on retrouve donc Holocauste au Congo avec ces deux catégories de compétences que j'ai essayé de rassembler. Alors, tu me poses la question de savoir, évidemment, ce que j'ai essayé de faire. Qu'est-ce que j'ai découvert? Une chose extrêmement grave pour la République démocratique du Congo. Avant que je vous explique cela, je dois vous dire l'expérience que j'ai vécue et qui m'a conforté, consolidé, renforcé dans ma démarche d'aller beaucoup plus loin sur la crise du Congo, sur le drame du Congo. C'était l'expérience sur le Soudan, donc un pays voisin qui se trouve ici au nord-est de la République démocratique du Congo. Alors, vous avez tous entendu parler de la crise du Darfour ici il y a quelques années. Tous les médias internationaux couvraient le Darfour matin, midi et soir. On disait qu'il y avait un génocide en cours au Darfour, etc. Je suis allé au Soudan pour travailler sur cette affaire-là. Eh bien, qu'est-ce qui était à ce moment-là la mission de la paix au Soudan? C'était les troupes rwandaises de Paul Kagame. Alors, cela m'a intrigué parce que je ne comprenais pas pourquoi un pays qui avait eu du mal à régler ses problèmes internes au Rwanda pouvait se retrouver en situation d'assurer une mission de la paix au Soudan. J'ai compris effectivement que
les États-Unis avaient beaucoup appuyé cette initiative et que l'ensemble des éléments, la logistique, l'ensemble de la logistique qui a été utilisée par les forces rwandaises au Soudan venait de Stuttgart en Allemagne dans le cadre du programme AFRICOM des États-Unis, dans la force de commandement militaire américain en Afrique. Et pendant cette période-là, j'ai eu à rencontrer également les autorités soudanaises. Parce que très rapidement, il y avait la question de la partition du Soudan qui commençait déjà à devenir une question importante. Et en discutant avec les autorités soudanaises, je leur ai dit, mais écoutez, je vois que vous avez vraiment envie de céder aux pressions occidentales sur la partition du Soudan en deux. Est-ce que vous pensez que M. John Garang, qui a fait la guerre pour la libération du Sud-Soudan pendant des années, est-ce que vous pensez qu'il était stupide puisqu'il a toujours demandé non pas la partition du Soudan, mais une grande autonomie du Sud-Soudan? Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à aller plus loin que John Garang pour obtenir l'indépendance du Soudan du Sud? Ils me disent, mais monsieur Nana, vous ne connaissez pas notre pays, les choses sont très compliquées. Ici, j'ai dit, oui, moi, je n'ai pas la prétention de connaître le pays. Je ne parle pas arabe, je ne suis pas musulman, mais je cherche à comprendre la logique qui vous a conduit jusqu'à là. Et là, ils me disent, il y a beaucoup de pression des pays occidentaux sur le fait que nous devons aller jusqu'à céder, à rendre le Sud-Soudan indépendant. Si nous cédons à cette pression, il est fort possible que nous allons avoir la paix dans ce pays. Je les regarde, je leur dis, mais je ne leur dis pas ce qui me vient à la bouche là, parce que je me dis, bon, je pratique la sagesse africaine qui dit avant de parler, il faut retourner sa langue plusieurs fois dans la bouche, parce que j'ai envie de leur demander, comment pouvez-vous être aussi naïf que ça, avec toute l'expérience politique et diplomatique que vous avez? Je ne comprends pas pourquoi vous allez dans cette direction. Eh bien, je leur dis, ben, j'espère que pour le Soudan, ce sera effectivement, vous allez retrouver la paix et que les choses se passeront bien. Je publie le livre en 2010 en disant que c'est très dangereux ce que les Soudanais veulent faire, parce que je ne crois pas que la partition du Soudan est une bonne chose pour le Soudan et pour les Soudanais. Je ne crois pas non plus que le Soudan retrouvera la sécurité une fois qu'il y aura la partition. Parce que quand le pays était plus vaste, pour attaquer le Soudan, il faut effectivement déployer beaucoup d'énergie. Mais à partir du moment où vous avez la partition, on peut venir menacer le Soudan dans les nouvelles frontières. Alors, je suis rentré, j'ai publié le livre en 2010 et en 2011, on a vu le Soudan indépendant, le Sud-Soudan devenir indépendant. Comme vous devez le constater, eh bien, le Soudan du Nord, coup d'État sur coup d'État, avec une anarchie incroyable. Le Sud-Soudan, dans la guerre, plongé jusqu'au cou, avec une exploitation des ressources pétrolières importante. Et évidemment, qui est revenu au Soudan ces dernières années? M. Paul Kagame, et c'est tout. Donc, j'ai compris, et donc les Sud-Soudanais m'ont rappelé pour me dire, oui, est-ce que M. Nana, vous seriez intéressé de devenir expert si jamais le président al-Bashir était envoyé devant la Cour pénale internationale? J'aurais dit non, pas du tout, ça ne m'intéresse pas de devenir expert. Ce que j'avais à vous dire, je vous l'ai dit calmement, tranquillement, il y a longtemps. Vous n'avez pas écouté, maintenant le feu est dans la maison, je ne peux absolument rien faire. Qu'est-ce que le fait pour moi de devenir expert va vous apporter? Je crois rien du tout. Alors, muni de cette expérience-là, je suis donc revenu sur le Congo. J'ai dit, ah, ce cher Congo, c'est la même chose qui risque d'arriver à ce pays si on ne se dépêche pas de montrer ce qui est en train de s'organiser contre le Congo. J'ai trop de frères et d'amis au Congo, je n'ai pas envie de les voir en exil. Donc, je vais sortir et produire les documents que j'ai et tous les éléments que j'ai. C'est ainsi donc que je me suis mis au travail pour travailler sur
la crise du Congo. Et la chose la plus grave que j'ai découvert dans ce travail, c'est que contrairement à ce qu'ont pensé beaucoup d'historiens et de chercheurs en RDC, la première guerre du Congo, ce n'est pas en 1997, c'est en 1994, au moment où se passent les événements du Rwanda. Vous avez entendu M. le recteur dire tout à l'heure qu'on a assisté à un afflux massif de réfugiés rwandais sur le sol congolais sans que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qu'on disait à ce moment-là aux autorités congolaises? On leur disait, mais ils ont joué sur la corde sensible, sachant que les Congolais sont généralement hospitaliers, généralement accueillants. Ils ont appuyé sur l'accélérateur en disant, vous n'allez quand même pas former vos frontières à vos frères rwandais. Évidemment, c'est ce qu'il ne fallait pas dire aux Congolais. Ils ont laissé passer le maximum de Rwandais au point que le Congo s'est retrouvé dans l'incapacité de gérer quasiment tout un pays qui s'est déversé au Congo, parce que les autres en face, ils avaient envie de déverser toute la population ici. Et comment j'ai compris ce qui se cachait derrière cet afflux de réfugiés? C'est en analysant la stratégie militaire qui a été utilisée par Paul Kagame. Parce qu'il faut comprendre que lorsque Paul Kagame attaque le Rwanda pour prendre le pouvoir là-bas, ils attaquent par le nord et ils passent par l'est en fermant la frontière avec la Tanzanie et en fermant la frontière avec le Burundi. Et ils se sont mis à pousser toutes les populations du Rwanda vers l'ouest, donc vers l'est du Congo. Et il y avait deux portes d'entrée au Congo, soit l'entrée par Goma, soit l'entrée par Bukavu. Et donc, toutes ces populations sont rentrées par ces deux portes. Et le monde entier a assisté à ça, en sachant exactement que c'était quelque chose d'extrêmement difficile à gérer. Et dans le même temps, on n'a pas aidé le Congo à gérer cet afflux massif de réfugiés. Et vous aurez remarqué que cette affaire a duré ici pendant 2 ans. C'est-à-dire de 1994 à 1996, Kagame ne voulait pas que les populations rentrent là-bas parce qu'il disait que c'était des génocidaires. Donc, les bébés de 2 mois étaient des génocidaires, des grands-mères étaient des génocidaires, des grands-pères étaient des génocidaires, des infirmes étaient des génocidaires. En fait, tout le monde, sous ce vocable génocidaire, eh bien, ils ont condamné quasiment leur propre population à rester sur le sol congolais. C'est donc ce que moi j'ai appelé la guerre masquée, l'invasion masquée du Congo par le truchement des réfugiés. Parce que l'envoi massif de ces populations a été une action militaire réfléchie, pensée, concertée qui a abouti à cela. Le deuxième élément, c'est qu'en 1996, vous avez donc entendu que les Banyamulenge revendiquaient des droits sur leur nationalité, etc. D'ailleurs, moi, je n'ai pas très bien compris comment on peut revendiquer ces droits pour avoir la nationalité si on est d'office congolais. Parce que je n'ai entendu aucune autre communauté au Congo qui se plaint de devoir avoir la nationalité congolaise. Parce que les gens sont nés au Congo, les grands-parents sont au Congo depuis des siècles. Donc, il n'y a pas, vous n'avez que simplement qu'à aller chercher votre carte d'identité ou votre passeport pour voyager. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne la nationalité. Bon. Alors, comme le Congo a toujours été généreux, ils ont donné la nationalité, mais avec la fameuse loi de 72, mais après, les gens se sont rendus compte que ce n'était plus une affaire de revendication de droits, c'était devenu, il faut renverser le régime du maréchal Mobutu. Bon. Je n'ai pas vu une autre communauté. Mobutu avait des opposants politiques, connus et reconnus. Aucun de ces opposants n'a pris des armes pour demander le départ de Mobutu par la violence. Il n'y avait que ce groupe qui l'a fait et manifestement soutenu par les États-Unis. Alors, j'ai retrouvé les documents au sein du Congrès américain qui montrent comment tout cela s'est passé. J'ai décidé donc de les produire dans Holocauste pour que les Congolais s'en aperçoivent. Mais que se passe-t-il entre 1994 et 1996? Je demande à des experts militaires pour obtenir un coup d'État, parce que c'est de ça dont il est question. Le coup d'État a été fait contre le maréchal Mobutu ici, pour obtenir un
un coup d'État comme celui-là, combien de temps faut-il pour préparer une opération, une action militaire de grande envergure avec plusieurs pays? Et les experts militaires me disent... Oui, oui. Pardon. Alors, ça ne marche plus. Allô, 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 allô. C'est le courant qui est parti. Bon, je vais parler plus fort parce que j'ai une voix quand même qui porte. Alors, ce qui se passe donc à ce moment-là, c'est qu'ils me disent qu'il faut 2 ans. Et 2 ans correspondent exactement à ce qui s'est passé entre 1994 et 1997. Mais ce que je vais terminer là-dessus, pour que vous compreniez aujourd'hui ce qui est en train de se passer, c'est que on a systématiquement demandé aux autorités congolaises de négocier avec le M23, avec le RCD, avec le CNDP, et les Congolais ont systématiquement négocié. Le problème, c'est que plus les Congolais négocient, plus les mouvements armés rentrent sur le territoire. Très bien, merci. Parce que je pense que le Saint-Esprit a envie que tout le monde entende ce que je vais dire. Donc, plus les Congolais négocient, plus vous entendez que Bunagana est tombé, Rutshuru est menacé, le Massissi est en danger.